le Congolais doit s'imprégner de la réalité du fait que aujourd'hui, le Congo et les Congolais sont sous protection de la communauté internationale. La situation du Congo, avec ces accords signés le 18 octobre 2016, d'autres avec l'autre accord de Senko signé le 31 décembre 2016, c'est le résultat, si aujourd'hui ce n'est pas appliqué, c'est la faillite de l'élite congolaise. Je vois très mal un dictateur qui a muselé sa propre population pour revenir dans un autre État, jouer le rôle de médiateur pour dire que voilà, vous pouvez jouer le jeu démocratique. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est le micro du Pasteur Bobo, très suivi partout à travers le monde. Nous sommes encore avec Dieudonné Bovessé, vice-président du parti unique. Bonjour, monsieur Dieudonné Bovessé. Bonjour, Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez ? Je me porte bien et voilà, donc on est toujours en train de suivre l'évolution de la situation au Congo. Donc notre, comment dirais-je, notre santé est liée à la situation de notre pays. Donc elle vit au rythme de la situation de notre pays. Au rythme de la situation de notre pays, là-bas, on voit les hommes politiques congolais, la classe politique congolaise de tous bords, des compromissions en compromission. Rien ne bouge. De plus en plus de voix s'élèvent pour ce qu'on appelle le plan B de la Senko. Le parti unique, vous n'avez pas de plan B, l'opposition ou les partis qui ne participent pas aux négociations n'ont pas non plus de plan B. Personne n'a le plan B, mais là, la Senko au moins a un plan qu'on appelle le plan B. On vous suit, vice-président, le plan B de la Senko, votre analyse, est-ce qu'il y a un plan B? Et s'il y a, c'est quoi au juste le plan B de la Senko? Merci pour la question. Je voudrais tout simplement dire que si le plan B existait, parce que j'ai entendu comme tout le monde, j'ai suivi ça sur les réseaux sociaux et voilà. Donc si ces plans existaient, c'est que ça serait la logique même de la situation de l'évolution de la situation de notre pays. Il faut savoir la question que tout Congolais doit se poser, c'est de savoir pourquoi il y a la présence de la mission de l'Organisation des Nations Unies au Congo. Ça, c'est la question première que tout le monde devait se poser. S'il y a aujourd'hui la présence de l'organisation, donc de la mission des Nations Unies au Congo, c'est parce qu'il y a eu une défaillance. Et cette défaillance, c'est que le Congo n'était plus capable d'assurer sa sécurité, donc la sécurité de ses frontières, ainsi que la sécurité de sa population. Donc il était un terrain d'internationalisation des conflits. Alors, il s'est avéré que suite à cela, à cette situation, il y a eu les accords de Lusaka. Il faut revenir sur les cadres qui ont permis à ce que nous puissions avoir la présence de ces forces au Congo. Donc il y a eu d'abord les accords de Lusaka. Suite aux accords de Lusaka, nous sommes, le Conseil de sécurité avait pris la résolution, avait adopté la résolution de créer ce qu'on appelle, on appelait à l'époque la MONUC, qui est une mission de l'Organisation des Nations Unies au Congo.
Et quelle était les responsabilités, quelle était le mission de cet instrument des Nations Unies? La mission était tout simplement d'élaborer des plans d'observation et de désengagement des parties qui étaient en conflit au Congo. Il s'agissait à l'époque de Namibie, du Zimbabwe, du Rwanda, de l'Ouganda et nous-mêmes qui étions le théâtre de ces affrontements, le Congo. Donc les 5 pays avaient signé ces accords de Lusaka pour ramener la paix dans la région. Et suite à cela, dans ces prérogatives, donc il faut suivre le cheminement, parce qu'il faut comprendre le cheminement pour arriver à conclure sur ce que vient de dire, si c'est vrai, le plan B de Senko. Ça, c'était dès 1999. Arrivé en 2006, après les élections, ce qui était au départ la mission d'observation et de voir le désengagement des États en conflit en République démocratique du Congo, s'est fait rajouter d'autres tâches, donc des tâches connexes d'ordre politique, militaire et aussi sur le renforcement de l'état de droit au Congo. Et nous avons vu que les représentants permanents de l'ONU au Congo, celui qui était le patron de la MONUC, M. Swing, qui voyageait même à l'intérieur du pays, c'était pour régler certains conflits intercommunautaires. Après cela, nous avons vu une autre résolution des Nations Unies qui est arrivée en 2010. Et cette résolution qui a rebaptisé MONUC, qui est devenue la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo. Alors, cette mission s'est fait rajouter d'autres prérogatives qui consistaient dont les responsabilités étaient d'utiliser les moyens appropriés pour mettre fin aux groupes armés qui sillonnaient à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, il faut voir l'évolution, cette extension du mandat des Nations Unies pour comprendre la suite aujourd'hui. Par rapport à cela, par rapport à ce que je viens d'énumérer, par rapport à ce que je viens de dire sur l'extension, il y a eu cette utilisation des forces. Et par l'utilisation des forces, nous avons vu que 2 ans plus tard, donc 3 ans plus tard, en 2013, il y a eu une autre résolution du Conseil de sécurité qui créait ce qu'on appelle une brigade d'intervention. Pourquoi il y a eu cette brigade d'intervention? C'est une conséquence même de l'accord d'Addis-Abeba pour la sécurité, la coopération dans la région. Donc, c'est cet accord d'Addis-Abeba qui portait sur la sécurité, pour la paix et la coopération pour la RDC et dans l'ensemble de la région, avait donné une mission à cette brigade de neutraliser, les groupes armés, de mettre fin aux ingérences des pays voisins et suite au cycle de violence qui était dans la région de l'Est, il fallait rajouter encore d'autres
d'autres tâches, d'autres responsabilités à cette brigade d'intervention en matière de mobilité et d'adaptabilité. Voilà, donc on leur avait conféré le pouvoir de sillonner, d'avoir un moyen de déplacement sans attendre que le gouvernement soit y associé. Et voilà, donc cette ouverture, cette extension a amené la brigade d'intervention des Nations Unies, donc de la MONUSCO, qui dépendait évidemment du commandant de la MONUSCO, d'essayer non seulement d'attaquer les groupes armés avec une mobilité facilitée, d'arriver à remplacer en quelque sorte les prérogatives qui devaient être celles du gouvernement congolais, donc la protection des civils, la protection des ONG humanitaires, la protection des défenseurs des droits de l'homme. Il y a toute une série de prérogatives qu'on avait demandé à la MONUSCO, de répondre. C'est ça, brièvement, cette extension du mandat des Nations Unies due à la faillite de l'État, parce que dans certaines régions de l'Est, il y a la vacance du pouvoir, il y a les vides sécuritaires, donc il fallait absolument que MONUSCO puisse pallier à cela. Donc nous avons pu évoquer donc cette extension qu'aujourd'hui, la CENSCO, s'il s'avérait vrai qu'il y a le plan B, qu'on voudrait mettre la RDC sous tutelle des Nations Unies, c'est déjà ça serait le prolongement, donc l'aboutissement de ce que nous vivons déjà. Donc il y a rien de spécial. Donc il faut tout simplement comprendre qu'en 2013, lorsque, suite aux accords d'Addis Abeba, on a créé, le Conseil de sécurité avait créé cette brigade d'intervention, c'était tout simplement par le fait que nous n'avons pas une armée capable de répondre face aux appétits territoriaux de nos voisins. Donc, il faut toujours mettre... La philosophie, c'est quoi dans cette histoire? La philosophie, c'est que le Congolais doit s'imprégner de la réalité du fait que aujourd'hui, le Congo et les Congolais sont sous protection de la communauté internationale. C'est ça, sous protection de la communauté internationale, suppose que tout en étant incapables de nous protéger nous-mêmes, de protéger nos frontières et de protéger nos citoyens, nous sommes la Nations Unies, par l'Organisation des Nations Unies, pour pallier à cette carence, par solidarité au peuple congolais, elle s'est portée garante pour assurer notre sécurité. Je vais vous redonner la parole, je vous ai laissé vraiment développer, c'est extraordinaire. Est-ce que c'est par solidarité ou c'est eux, ils sont en même temps pyromanes et pompiers? Est-ce que les Nations Unies est-ce qu'il y a l'innocence, on le suit partout, à travers tout ce qui se passe dans notre pays, un pays où il y a des richesses, des richesses, et quand on voit l'ONU, vous dites que c'est par solidarité. Ce ne sont pas eux les pompiers, les pyromanes et les pompiers? Il ne faut pas toujours prendre les Nations Unies comme si ça ne regarde, ça ne touche que quelques pays. Les Nations Unies est composées de tous les États membres. Et tous les États membres sont contribuables aux efforts que peuvent fournir les Nations Unies. Mais ce que je peux dire, parce que j'entends souvent des gens dire que voilà, ce sont des pyromanes, ça peut arriver qu'il y a des situations où
certains membres des Nations Unies s'impliquent dans des situations qui ne sont pas correctes dans un pays. Mais il faut savoir, il faut se poser une question. Si les Nations Unies, si l'ONU n'était pas intervenue au Congo, les Congolais doivent se poser la question, où est-ce qu'on serait maintenant? Parce qu'on a été le théâtre de l'ingérence internationale. Le Congo était devenu comme un terrain de football. Où vous vous rappelez de Kisangani, où il y a eu un affrontement militaire entre deux pays étrangers, le Rwanda et l'Ouganda. Ils se sont battus sur le territoire congolais. Donc, il ne faut pas avoir honte de dire qu'à un moment donné, on était incapable de nous protéger. On était incapable. Et voilà, les Nations Unies sont arrivées et voilà, on est dans cette situation-là sous la protection de la communauté internationale. Ce sont des contribuables des États membres de l'Organisation des Nations Unies qui payent maintenant pour que le Congo puisse se protéger. Donc, c'est aussi simple. Il faut prendre les choses schématiquement pour comprendre que si le Congo était un pays qui n'avait pas connu la déchéance de l'État, si le Congo était un pays où il n'y avait pas la faillite de son élite, aujourd'hui on ne serait pas là. On ne serait pas là. Mais mettre le Congo sous tutelle des Nations Unies, ce n'est que l'aboutissement de cette évolution de droit, de l'implication des droits internationaux dans l'ordre public interne que je viens de le dire. Donc, ce n'est pas, pour moi personnellement, c'est un avis tout à fait personnel, ce n'est pas, cela ne m'étonne pas. Cela ne m'étonne pas parce que quelles sont les prérogatives qui nous restent actuellement face à l'ONU? Quelles sont les prérogatives si ce n'est que le pillage systématique qui se fait par les gouvernants actuels? Le pillage, il y a les vacances de pouvoir dans certaines parties du territoire national, il y a les vides sécuritaires, il y a donc le peuple qui n'est pas protégé, mais il y a que cette armée-là qui est créée par le pouvoir en place pour réprimer ses propres citoyens. Donc, il faut voir ça dans cette optique-là. Il faut voir les choses de cette manière-là. Comme cela, on aura une lecture de la situation. Voilà à peu près ce que je peux dire par rapport à ce que, s'il y a le plan B, bien sûr, ça serait un recul, évidemment, parce que plus de 50 ans après l'indépendance, on se retrouve sous tutelle des Nations Unies, ça serait une première mondiale. Bon, il y a eu des pays qui ont été... C'est de voir les deux accords, l'accord du 18 novembre 2016 et l'accord du 31 décembre 2016. L'autre accord, le Premier ministre est déjà là. Deuxième accord, mais ça traîne. L'accord du 31 décembre, ça traîne. C'est de voir, d'un côté, le prêtre, on dit, maintenant, ils sont presque à bout. Heureusement, eux aussi, ils sont sous pression. Il y a des Sassou et les autres, on les met aussi sous pression pour qu'ils puissent rester à convaincre les Congolais à trouver un compromis. Mais vous savez, Pasteur Bobo, ça c'est un problème que nous parlions, ça fait 2 ans. Quasiment 2 ans. C'est un problème de dialogue, qui n'aboutissent pas. Et des ultimatums sur ultimatums dont le résultat, on ne voit pas. La situation du Congo, avec ces accords signés le 18 octobre 2016, d'autres avec l'autre accord de Senko signé le 31 décembre 2016, c'est le résultat, si aujourd'hui ce n'est pas appliqué, c'est la faillite de l'élite congolaise. Si les prêtres parlent du plan B, parce qu'ils ont constaté qu'il y a la défaillance de l'élite congolaise.
Bon, nous avons déjà la défaillance sur le plan militaire parce qu'on ne sait pas protéger nos frontières. Et maintenant, à cela, ça s'ajoute aussi la défaillance de l'élite. Une élite corrompue qui ne voit pas les intérêts, l'intérêt de la collectivité. Une élite qui égoïste, une élite qui, en quelque sorte, trop égoïste. Hein? Donc c'est cette élite-là que moi je considère qu'elle n'est pas capable d'assumer leurs responsabilités. Et on est dans une situation, on revient encore une fois, parce que j'ai toujours dit que la situation actuelle, cet arrangement politique du 18 octobre 2016, ainsi que l'arrangement politique du 31 décembre 2016, ce ne sont pas de bonnes choses, ce n'est pas un bon exemple pour le futur. Parce qu'il y a eu quelqu'un, par cette stratégie, n'a pas voulu que nous puissions avoir des élections. Il devait être sanctionné. Et aujourd'hui, on est dans une situation où il n'a pas la bonne foi aussi. Comment pouvons-nous croire à la bonne foi d'une personne qui, pendant 5 ans, n'a fait que jouer dans des stratagèmes pour faire retarder et se pérenniser au pouvoir? C'est ça ce qui est choquant. Et moi, je crois que, à l'exception de l'article 64, je dis bien à l'exception de l'article 64, il n'y a aucun arrangement politique qui peut suspendre la Constitution. C'est une erreur grave ce qu'on a fait. Une erreur grave parce qu'on a fait ce qui devait être comme la conséquence est devenu un instrument d'activation de l'effet suspensif de la Constitution. Mais c'est tout ce qui s'est passé en Gambie. Vous avez vu comment le président a dû fuir le pays et le président qui a été réellement élu va prendre possession du pays. C'est de comparer la Gambie et la République démocratique du Congo. Il faut élargir le champ. Je ne ferai pas la comparaison entre la Gambie et le Congo. Je dirais tout simplement, je ferai un rapprochement entre les États de l'Afrique de l'Ouest et donc le parallélisme avec les États de l'Afrique centrale. La République de la Gambie fait partie de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette communauté qu'on appelle la CEDEAO a été créée en 1975. Et parmi les signataires, les 15 membres signataires, Gambie en fait partie. Arrivé en 1990, la CEDEAO avait envisagé de créer ce qu'on appelle ECOMOG. ECOMOG, c'est un groupe militaire d'intervention. C'était pour la stabilisation de la région de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'on ne peut être économiquement uni et aussi créer une zone monétaire que si la stabilité règne dans cette partie, dans cet espace. En 1999, si j'ai encore une bonne mémoire, la CEDEAO a institué ces corps-là, ECOMOG, comme instrument permanent pour la stabilisation de la région. Qui dit la stabilisation, dit aussi le processus démocratique.
le respect du processus démocratique dans cet espace qu'on appelle la CEDEAO. Et vous remarquerez que dans cet espace de 15 membres, au Nigeria, il y a des alternances déjà, plusieurs fois. Au Ghana, il y a des alternances. Au Bénin, n'en parlons même pas. Au Sénégal, il y a des alternances. Et même Ecomog, ce corps-là, devait aussi intervenir au Burkina Faso quand il y a eu des problèmes. Et le problème du Burkina Faso a été résolu par la CEDEAO. Donc, la comparaison avec l'Afrique l'Afrique de l'Ouest avec l'Afrique centrale, le parallélisme, c'est que en Afrique centrale, nous avons un club de dictateurs. Et ce club de dictateurs, ces membres-là, ces chefs d'État se soutiennent. Et c'est très difficile pour un dictateur de venir résoudre un problème démocratique chez son voisin. C'est un peu comme la ristourne, c'est votre tour, c'est mon tour. Nous sommes là, nous y sommes et nous restons. Mais c'est comme ça. Je vois très mal un dictateur qui a muselé sa propre population pour revenir dans un autre État, jouer le rôle de médiateur pour dire que voilà, vous pouvez jouer le jeu démocratique. Pasteur, pour terminer, Dieudonné Bofessé, ça c'est le micro du pasteur Bobo, on le suit partout à travers le monde. Pour terminer, le vice-président, une question. On voit Obama qui part, Trump qui prend possession. L'arrivée de Trump ça pourrait changer des choses, ça pourrait bouleverser des choses où on dit aux États-Unis, les hommes passent, les institutions restent et que la politique étrangère des États-Unis ne change pas. Comment voyez-vous Trump qui arrive et qui promet de s'occuper des Américains, donc les Kabyles pourront dire waouh, quelle aubaine! Le président américain va s'occuper d'abord des Américains. Mais vous savez, ça serait une fausse lecture de la situation. Parce qu'aujourd'hui, quand il faut parler de la politique, il faut voir le commerce international. On peut dire qu'il y aura, parce que je vois certaines voix qui s'élèvent pour dire que voilà, on va constater, on va vivre dans les jours à venir la situation du protectionnisme américain ou de l'isolationnisme américain. Mais je pense que le monde d'aujourd'hui multilatéral implique que les échanges puissent se faire au niveau international. Et les échanges commerciaux, la preuve en est que Trump lui-même, il a nommé comme secrétaire d'État, c'est-à-dire son ministre des Affaires étrangères, un ancien PDG de l'Exxon. C'est un commercial. Donc, ça prélude que il ne va pas seulement jouer sur le plan interne. Sur le plan interne, il peut jouer en ce qui concerne la construction des hôpitaux, la construction des routes. Ça, c'est tout à fait normal. Ça fait partie de ses prérogatives. Mais il faut savoir, ceux qui connaissent le fonctionnement des institutions américaines, ils doivent comprendre qu'il y a ce qu'on appelle le Congrès. Le Congrès américain a des prérogatives très larges. Il est non seulement chargé d'élaborer et de discuter et de voter des lois, mais il a aussi un pouvoir énorme sur le budget fédéral des États-Unis, sur le commerce et sur la défense nationale. Donc ça suppose qu'il faut, pour ceux qui connaissent le fonctionnement des institutions américaines, il conviendra avec moi pour dire que
dans les congrès américains, même si la majorité est républicaine, mais il n'y a pas ce qu'on appelle la discipline de vote, la discipline du parti. Et il faut absolument voir aussi, non seulement ce pouvoir du Congrès en matière du budget fédéral, du commerce et aussi de la défense nationale, parce que bien que le président des États-Unis est le chef de l'armée, mais il ne peut pas engager une guerre sans l'aval du Congrès. Ce qui suppose que le Congrès a un pouvoir énorme. Il y a aussi ce qu'on appelle aux États-Unis le impeachment. La mise en cause d'un chef de l'État s'il y a une situation qui ne répondent pas, qui ne cadre pas avec la Constitution ou qui ne répondent pas aux aspirations institutionnelles américaines. Donc, par rapport au Congo, Kabila va faire encore 32 ans. Il a déjà dépassé les 16 ans. Il va faire 32 ans où Kabila va partir. Il partira quand? Selon vous, vous suivez l'actualité, vous voyez quand même, vous êtes aussi acteur, il partira quand? Qu'il le veuille ou pas, il partira. Mais quand? Je déplore tout simplement que la machine qui était en marche en matière de soulèvement a été stoppée par certains. Mais ce n'est pas grave, l'applicabilité de l'article 64 ne se réfère pas seulement au soulèvement populaire. Il y a d'autres mécanismes qu'il faut activer pour faire partir Kabila. Et ces mécanismes sont en cours. Il ne doit pas se leurrer. Personne ne va le laisser dans cette situation, comment dirais-je, d'illégitimité à vie. Donc, il faut qu'ils comprennent que le contexte a changé. Le contexte a changé et que le Congolais de 1997 n'est plus le même aujourd'hui. Il y a cette détermination, il y a cette motivation de se dire que notre patrimoine commun qu'est le Congo doit être protégé. Et Kabila sera extirpé de notre environnement, qu'on le veuille ou pas. Il sera extirpé. Et les moyens ne manquent pas. Il ne faut pas sous-estimer le peuple congolais. Tout ce qu'il est en train de faire. Je savais qu'on arriverait là. Pourquoi je savais? Parce que dans l'accord de Sensco, revenons un peu sur ça. À un moment donné, on nous dit que Kabila, il a dit que il ne se représentera pas. Mais bon sang, quel est le document qui a certifié que Kabila ne se représentera pas? Je croyais à l'époque, quand le prélat était parti le voir, moi je croyais qu'il allait écrire un mot, signer et ramener à la plénière pour dire que voilà la lettre de Kabila attestant qu'il ne sera pas candidat. Mais, à ma grande surprise, en parcourant l'accord de Sensco, je retrouve un extrait d'un discours qu'il avait prononcé au Congrès le 15 novembre 2016. On prend un extrait qu'il avait dit que voilà, les institutions seront respectées. Mais c'est vague. Les institutions seront respectées, ça c'est vague. Parce qu'il y a des éléments dans la Constitution qui peuvent permettre à ce que nous puissions arriver, par exemple, au référendum et tout ça. Si on opère le changement par les référendums, c'est aussi le respect des institutions et le respect de la Constitution. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il n'y a pas eu la sincérité. Les documents qu'on a pris, qu'on a fait copier-coller d'un discours, d'une adresse qu'il avait faite au Congrès, moi je trouve que c'est ridicule.
C'est ridicule. Cela ne provient pas de son fort intérieur, de sa motivation de laisser la vitalité démocratique continuer. Lui-même, c'est un frein à la vitalité démocratique. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour nous d'avoir M. Dieudonné Bovessé. Comme on l'a dit, de temps à autre, on aura M. Dieudonné. Le temps, le Congo traverse le temps est vraiment très difficile. De temps à autre, vous aurez le vice-président du parti unique avec nous pour commenter l'actualité, donner des pistes. Aujourd'hui, il a encore révélé qu'il y a un certain groupe de personnes qui ont fait arrêter les soulèvements populaires. Et peut-être prochainement, il viendra encore nous approfondir, peut-être en Lingala aussi, comment Batumoko, BBC Masolo, bloquer la révolution. Prochainement, à la prochaine.